Bonne question, et ça c'est une question intéressante parce que c'est vrai que la formation, c'est-à-dire le fait que ces personnes ne vont pas répondre avec leur seul bon sens. Ils ont un guide et une formation et ils sont a priori formés pour le faire. Comme c'est très bien expliqué ici, ce sont des personnes qui ont des compétences pour pouvoir répondre aux questions des enfants sans rajouter de l'angoisse à l'angoisse. Le gros problème d'un parent, c'est que quand un enfant le questionne, il va parfois rajouter de l'angoisse. On laissera passer vos parties pour des dégâts inconditionnels sur le mental des enfants, dans le rôle des adultes, et qui n'ont pas de temps. Alors, vous pouvez qui oblige et dans quelle mesure? Est-ce qu'il y a vraiment des cours chaque année? Combien d'heures sont dévolues à cela? Ou est-ce qu'on est toujours un petit peu dans le flou? Donc on est dans une problématique d'inaboutissement de ce qu'on appelle la généralisation de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc vers 2012-2013, au niveau du gouvernement, ils sont parvenus à un accord qui a intégré l'éducation sexuelle parmi les missions de l'école. Mais en restant, je dirais, dans une définition, une approche très large, peut-être laxiste et non contraignante ou non suffisamment contraignante, et notamment en ne balisant pas des contenus. Et donc on peut bien évidemment penser que c'est aussi le résultat d'un compromis politique entre les différents courants qui composent l'État belge et le gouvernement en particulier.
Mais donc, il n'y a pas d'attendu en termes de volume d'heures, en termes de ce qu'il faut aborder, ni de comment l'aborder. Et évidemment, nous plaidons pour faire avancer ça et clarifier ce qu'on estime être important en termes de contenu et en termes de méthode. C'est difficile de coordonner tout cela pour le moment. Valérie Piette. Oui, et surtout, la question, c'est de savoir qui. Qui va dans les écoles? C'est une question depuis la nuit des temps, en fait. Hein. Qui enseigne la sexualité? Comment apprend-on cette sexualité d'une manière ou d'une autre? Ça, c'est pas défini aujourd'hui. C'est pas du tout défini. Il y a bien cette question de label. On essaye de labelliser certaines associations, dont évidemment les centres de planning familial. Et c'est comme ça qu'il y a quelques années, on a vu des groupes conservateurs chrétiens comme Croissance rentrer dans les écoles bruxelloises et donner cours soi-disant d'éducation à la sexualité, mais qui étaient anti-avortement, anti-contraception, etc., etc. Donc voilà, c'est un enjeu politique majeur actuel. Cécilia D'Acosta, vous faites de l'EVRAS, vous formez même les formateurs qui iront faire de l'EVRAS. Quelles sont les questions abordées? Dites-nous concrètement sur le terrain, qu'est-ce qu'on aborde avec des jeunes? Déjà, quel âge ont-ils? Est-ce qu'ils sont petits? Est-ce qu'on fait de l'EVRAS déjà en primaire ou dans le secondaire? Comment ça se passe? Alors, on fait des animations depuis la maternelle, hein, ça dépend un peu des centres de planning. Donc les recommandations au niveau international nous disent qu'on doit commencer l'EVRAS dans une vision bien sûr large depuis 4 ans, même plus tôt parfois, pour discuter avec eux de leur corps, des relations, de l'amitié, des émotions. Et donc on fait de l'EVRAS. L'idée c'est qu'on fasse de l'EVRAS depuis la maternelle jusqu'à l'université même. Mais forcément les ressources sont très limitées et donc souvent quand on va dans les écoles, quand on leur demande est-ce que vous avez eu déjà des animations, ils disent que souvent, soit ils n'en ont pas eu, soit ils en ont eu en 6e primaire. Donc effectivement, on se rend compte que cette continuité du travail qui est très importante, de commencer très tôt aussi pour travailler toutes les questions de l'acceptation de l'autre, des relations avec les autres, n'est pas là. Et donc je pense qu'effectivement, l'effort doit être que ce soit vraiment universalisé depuis le début de la scolarité jusqu'à la fin. Et puis il n'y a pas vraiment un cursus, je dirais. Les écoles choisissent un peu les heures qu'elles attribuent à cette éducation. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas, dans certaines écoles, il y a peut-être 1 heure ou 2 par an. Ce qui existe maintenant, c'est largement insuffisant de mon point de vue. Je pense qu'il faut travailler plus les collaborations aussi avec les écoles pour permettre aussi, parce qu'effectivement, tous les centres de planning ne vont pas pouvoir répondre à tous les besoins. Je pense qu'il faut faire un travail collaboratif. Et c'est en fonction aussi des écoles et de la bonne volonté de certains éléments des écoles qui décident qu'on a envie que l'école propose ça à ses élèves et donc il y a cette démarche. Mais malheureusement, ce n'est pas généralisé. C'est loin d'être généralisé. Valérie Piette, une réflexion? Oui, c'est pour ça que c'est important de systématiser, évidemment, parce qu'en fait, les centres de planning sont toujours appelés pour éteindre le feu. Hein, on l'a vu, il y a en cas de grossesse non désirée dans une école, tout à coup, la direction appelle les centres de planning. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un problème grave, avec grave, ou alors ça a été le sida. Là, tout à coup, à l'époque du sida, on a appelé les centres de planning pour éteindre le feu. Il fallait expliquer comment mettre des préservatifs aux jeunes. Et ça s'arrête à ça. Et donc, c'est souvent aussi, ça donne une image caricaturée aussi des centres de planning. Hein. En gros, on apprend seulement à mettre un préservatif. On voit souvent ces cours d'éducation à la sexualité comme ça, alors que justement, c'est tant d'autres choses comme on vient de le montrer. Oui, je pose un petit peu à toutes. Est-ce que c'est facile de parler positivement de sexualité quand en même temps on essaye de faire de la prévention? C'est parfois 2 choses antinomiques. Est-ce que c'est facile? Moi, je dirais Cécilia. que c'est essentiel même. Et essentiel même d'être attentif à ne pas parler de sexualité d'une façon négative. Au contraire, c'est très important parce qu'effectivement, les études le montrent très bien que des jeunes qui sont bien avec leur cœur, bien avec leur sexualité, vont avoir beaucoup moins de comportements de risque que des jeunes qui sont, qui n'en parlent pas de sexualité ou ça reste un tabou. Donc, la recherche nous montre bien à quel point c'est important de parler de ça. Et je pense que c'est pas si difficile d'en parler positivement de la sexualité. Parler du plaisir, par exemple, avec des jeunes qui ont quoi, 13, 14, 15 ans, 16 ans. Est-ce que c'est évident, Nelly? De plus en plus, parce que en fait, maintenant, quand elles viennent pour des contraceptions, que ce soit les
les jeunes filles ou parfois même les garçons pour venir chercher des préservatifs en centre de planning. C'est aussi un moment où on parle de la relation sexuelle et du respect aussi de l'autre. Et aussi, qu'est-ce qu'un rapport sexuel? Qu'est-ce que c'est, pas dans les détails, mais voilà, expliquer à la jeune fille qu'elle a le droit de dire non, elle peut prendre son temps, et si elle n'a pas de plaisir, aller le découvrir, aller le chercher ailleurs. Et donc, des fois, en fonction des jeunes filles et de leur écoute, on peut avoir des réactions tout à fait, soit oui, d'accord, je vais le faire, soit ah non, moi je ne peux pas, dans ma culture. Il y a encore un poids familial et culturel qui est très important dans le plaisir, dans la relation sexuelle. Et c'est ça qu'en planning, on essaye pas de déconstruire, mais de remettre les choses à leur place. C'est bien d'avoir une vie sexuelle respectueuse et respectée. Myriam Dieleman, vous aviez envie de dire quelque chose? Oui, une petite chose. Je crois que ce qui est important de dire, en particulier dans ce contexte actuel où il y a finalement assez peu d'heures qui sont consacrées par les écoles à l'éducation sexuelle, c'est qu'en fait, je pense que Cécile l'a rappelé, l'éducation sexuelle, elle est conçue de la maternelle à l'âge adulte. Et donc, ce qui est assez important, c'est de le réfléchir en termes de cycle d'apprentissage, si on peut le dire comme ça, adapté, je dirais, à l'âge des enfants, autour de thèmes, mais qui se répètent au cours du temps et qui sont appris différemment en fonction des, je dirais, des compétences psychosociales des enfants à chaque âge et puis des adolescents. Ce qui est important de dire aussi, c'est que l'EVRAS, ça touche à plusieurs couches ou à plusieurs considérations. Il y a un aspect, je pense, qui est nécessaire, qui est un aspect informatif, et derrière ça, un aspect préventif. Je pense que pouvoir faire des choix pour soi-même, c'est les faire en bonne information. Je crois que c'est un truc assez minimum. Après, effectivement, si ça se limite à une transmission verticale d'apprentissage, de savoir décrocher de réalité, de questionnement et d'interaction, on rate probablement la méthode. Et donc, il y a un autre enjeu de l'EVRAS qui est aussi, tu l'as dit, je crois, Nelly, c'est la question de l'apprentissage relationnel, de l'apprentissage émotionnel, du corps, de l'autre, de l'environnement. Donc, on est ici sur plusieurs considérations. Mais justement, parler en groupe devant tous ses copains et ses copines de ce qui nous touche, du plaisir, de la relation à l'autre, en 1 heure ou 2, c'est absolument impossible. Raison pour laquelle il faudrait multiplier, évidemment, pour faire de la vraie prévention de terrain. Et pour ouvrir les cœurs, je dirais. Mais ça prend du temps, c'est un apprentissage tout au long de la vie. Valérie posait la question de comment on éduque à la sexualité. Je crois que c'est la vie qui éduque à la sexualité. Et après, c'est les amis, c'est les rencontres, c'est les relations, c'est éventuellement la famille, l'école. Enfin, c'est une composante d'une trajectoire dans une vie. Et donc, c'est savoir ce qu'on fait à cet endroit-là qui est pertinent et qui est juste. Je crois qu'il faut calibrer ça, mais ça dure un certain temps, quoi. On a parlé de la famille. Est-ce que les familles sont contre l'EVRAS? Est-ce qu'il y a des réactions parfois violentes contre l'EVRAS ou plutôt positives? Est-ce qu'elles sont contentes finalement d'avoir délégué aux écoles ou au planning cette question un petit peu délicate pour aborder la sexualité avec ses enfants? C'est pas toujours évident. Cécilia? Je pense qu'il y a des réactions différentes. Parfois, effectivement, il y a une première réaction de dire on va parler de sexe à mes enfants, non. Après, quand on discute avec les parents et on approfondit exactement ce qu'on fait, au contraire, ils sont assez rassurés, la plupart des parents. Effectivement, il y a quand même une frange des parents qui vont être toujours contre, parce qu'il y a cette fausse idée que nous, on est là pour transmettre des valeurs. Et nous, on n'est pas du tout là pour transmettre des valeurs, ce qui est bien, ce qui est mal. On est là pour les aider à réfléchir, à avoir un regard critique, à savoir dire oui, à savoir dire non, à comprendre les enjeux qu'ils peuvent avoir dans les relations avec les autres et donc aussi dans les relations amoureuses, dans les relations sexuelles. Donc c'est vraiment très important de démystifier ce qu'on fait, parce qu'effectivement, on n'est pas là pour parler que chacun de son expérience, de ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Donc on discute beaucoup plus sur la globalité, sur les valeurs, plutôt que sur les pratiques. Oui, c'est sans entrave. Il y a aussi l'information qui passe aujourd'hui par tous les réseaux sociaux, je vais y arriver. Valérie Piette, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, de toute cette nouvelle mouvance des youtubeurs qui sont des influenceurs énormes? Est-ce qu'il faut les ignorer? Est-ce qu'il faut peut-être justement les intégrer au discours? Comment est-ce qu'on fait pour parler aux jeunes aujourd'hui?
Ben, ils sont présents, c'est une réalité. Hein, donc tout passe par le net ou à peu près aujourd'hui, tout passe par les réseaux sociaux. Donc je crois qu'on doit les intégrer. Il y a pas mal aussi de choses très positives qui se passent là-dessus, comme apprendre la sensualité, parce qu'on parle toujours de sexualité, mais il y a bien d'autres choses. Voilà, il y a des sortes de cours aussi qui existent sur Internet. Donc c'est bien, mais il faut aussi faire attention aux fake news. On l'a vu, hein, en France, on parlait des petits à la maternelle et tout à coup on nous annonce attention, on va apprendre à vos enfants à se masturber. Voilà, c'est parti par les fake news, c'est parti par l'extrême droite et par les milieux conservateurs. Et pendant ce temps-là, quelques milliers de parents retirent leur enfant de l'école ce jour-là tellement ils sont paniqués. Hein. Donc il y a une panique morale là tout à coup dès qu'on touche à la sexualité. Donc il y a le bon et il y a le mauvais. Donc je crois qu'il faut savoir les intégrer. C'est comme le porno. Hein. On sait que les jeunes le regardent d'une manière ou d'une autre, quoi qu'on en pense. Hein. Il ne faut pas faire de morale devant des jeunes. Voilà, c'est le meilleur moyen pour qu'ils ne nous écoutent pas. Voilà, c'est présent, ça existe. Il faut partir de leurs questions et puis après travailler avec eux sur la déconstruction, évidemment, du porno. Et je crois qu'il ne faut pas les prendre pour des cons. Hein. Ils savent très bien beaucoup de choses. Vous parlez de porno, ben voilà, je vais vous lancer. Une exposition vient de s'ouvrir à l'ULB justement sur le porno. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la voir. Elle ouvre aujourd'hui, je pense. Hein. Oui, elle vient d'ouvrir. Et court jusqu'au 22 décembre, c'est ça? Alors qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce que le porno, finalement, c'est bon? C'est bon. Est-ce qu'on peut trouver des choses positives dans le porno? Qu'est-ce qu'on doit en penser? Et qu'est-ce que l'expo? Alors dites-nous d'abord qu'est-ce que l'expo va montrer? Oui, voilà, donc c'est tout en débat évidemment. Hein. Il y a quelques années, on sait que par an, 92 milliards de films sont vus sur un site dans le monde. 92 milliards de films vus par an. Voilà, c'est gigantesque. Donc voilà, interdire, on sait que c'est impossible. Tout ce qu'on a essayé n'a pas fonctionné. Donc voilà, on est face à une réalité. Et donc cette exposition a essayé d'aller justement vers le porno par la médiation culturelle, artistique et historique. Et essayer de montrer c'est quoi ce qui est obscène dans une société, puisqu'on renvoie toujours le porno à l'obscénité. C'est obscène ou pas, comment ça se construit, est-ce que le porno est politique, est-ce qu'il est philosophique, est-ce qu'il est féministe, est-ce qu'on peut être une femme et aimer le porno, comment le porno peut aussi avilir les femmes, etc., etc. Donc toutes des questions. Je crois qu'il faut aider, accompagner les jeunes dans leur questionnement. Si on leur dit c'est mal, c'est pas bien, c'est sale. Voilà, je crois qu'on est passé à côté de quelque chose et d'un questionnement avec eux. Une expo à voir en famille, si j'ose dire? Peut-être en famille, en tout cas interdite au moins de 16 ans, puisque voilà, si on fait une expo sur le porno, il y a du porno. Il y a quand même un peu il y a des images pornographiques, artistiques aussi, mais parce que les artistes se préoccupent beaucoup du porno et j'insiste, de déconstruction mais bon, il y a du porno, donc moins de 16 ans, c'est interdit. Un site internet pour toutes les infos? ULB Culture. ULB Culture, très bien. L'émission touche à sa fin. Une petite question justement sur le porno. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes quand ils abordent la question du porno, quand on est face à eux? Nelly, Cécilia, Myriam? Déjà, on leur dit que c'est pas la norme, que ça reste, ça reste de la fiction. C'est pas la norme, et que eux, ils doivent s'écouter. Que ce n'est pas un modèle qu'ils doivent absolument reproduire et aller vers. Il faut casser certaines idées reçues, j'imagine. Il faut les questionner, faut les questionner, demander qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'il y a un rapport avec la réalité, c'est sous le prisme de l'homme, du plaisir de qui, voilà. Il faut les accompagner dans ce questionnement et ce regard critique, parce qu'ils sont capables de développer cette capacité à se questionner et pas tenir par ce qu'ils voient comme la réalité, mais pas que sur le porno, par plein d'autres choses dans leur quotidien. Je pense qu'on contribue beaucoup à leur développement. J'entendais au colloque justement, enfin aux états généraux de l'Evras, une formatrice dire que souvent elle disait aux garçons que finalement le point G n'était pas au fond du vagin des femmes, il était plutôt au début, tout autour, et que le jeune homme s'était ouvert. Mais alors là, quelle découverte! Il ne faut pas forcément aller le plus loin possible et le plus violemment possible. Enfin, voilà, Myriam, c'est aussi ça que vous essayez, vous tentez de dire lors des formations au planning et de coordonner toutes ces choses-là. Un petit mot de la fin pour nous aiguiller.
Je crois que ce qui est important aussi dans la question de la sexualité, on l'a peu abordé aujourd'hui, c'est la question des rapports entre les genres, la question féministe en particulier, puisqu'on est sur le porno. Je crois que c'est des questions, je crois qu'il faut aussi pouvoir repositionner les jeunes dans un rapport homme-femme, homme-homme, femme-femme, parce qu'il y a des questions d'orientation sexuelle aussi et d'identité de genre. Je crois que là, c'est intéressant de travailler le porno aussi à travers ces questions-là, l'éducation sexuelle aussi à travers ces questions-là, dans une perspective de transformation des rapports sociaux, perspective émancipatrice qui dure depuis des décennies, mais qui n'est effectivement absolument pas terminée. Et donc je crois qu'il faut aussi pousser la formation et l'information et les animations dans ce sens-là. Il y a encore du boulot, les filles, en gros. Hein. Pour terminer, je voulais remontrer la couverture de Jouissez sans entrave, à se procurer, si vous appelez le Centre d'action laïque à Bruxelles. Et puis, autopromo, on n'en fait jamais assez, Espace des libertés, le mois prochain, en novembre, il y a, hormis du cannabis, on offre cannabis et sexe, c'est super au Centre d'action laïque, à l'intérieur un beau dossier, la suite d'un dossier Evras qui avait commencé en septembre. Voilà. Merci à vous quatre d'avoir été sur ce plateau. On se reverra peut-être dans quelques années pour voir où en est ce label Evras que vous attendez visiblement toutes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre rendez-vous avec la laïcité. Merci à vous. À tout bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là c'est le matin, j'ai déposé les mômes. Et quand on entend les infos, il y a sincèrement de quoi s'inquiéter par rapport à l'école. Je ne sais pas si vous avez entendu donc, en Belgique, mais aussi, de toute façon, c'est un projet qui est en train d'être ficelé, cadenassé depuis longtemps, par rapport à l'obligation scolaire des enfants dès l'âge de 5 ans de maternelle ou dès l'âge de 3 ans. Ça vient du Parti socialiste, notamment, là on parle du Parti socialiste wallon, du Parti socialiste flamand. Mais en réalité, ce qui est caché derrière, c'est une note du CAL que j'ai lue il y a à peu près 2 ans de cela, qui voulait justement rendre l'école obligatoire à partir de l'âge de 3 ans. Alors, pour qu'on sache de quoi nous parlons, je le dis et je le réitère, aux familles en Belgique ne sont pas au courant de ce qui se passe. Là, j'ai fait des anciennes vidéos il y a plus d'1 an où je me suis attardée sur la question. Mais je pense que les gens ne seront jamais assez avertis. Il faut relancer en permanence des vidéos sur la question. Donc, c'est les lobbies LGBT, d'accord, qui travaillent main dans la main avec les partis socialistes, le Centre d'action laïque, le CAL, pour finalement remodeler, formater totalement le cerveau de nos mômes. La théorie du genre, d'accord, j'ai expliqué longuement certaines différences. C'est pas question homme-femme. Là, on est là vraiment pour remodeler complètement dès la source, dès la base, reconditionner totalement ce qui est inné et naturel pour vraiment faire de l'endoctrinement dès le plus bas âge à nos enfants. Alors, pourquoi je dis ça? Evras, éducation à la vie, des relations affectives et sexuelles, Evras. C'est un peu les ABCD de l'égalité en France, c'est l'équivalent. Travail main dans la main. C'est un projet qui est qui cherche à être vraiment globalisé en Europe, même d'un peu partout, mais là vraiment, on le voit depuis plusieurs années. Donc, j'avais expliqué dans mes anciennes vidéos que je m'étais fait passer pour une femme qui voulait faire de l'enseignement, de la prévention et tout ça, l'enseignement sexuel et tout ça. J'avais envoyé un mail et on m'avait répondu en me donnant des adresses et des sources de fournisseurs allemands,
avec des peluches sexuelles, de pénis, de vulve. C'est pas pour des ados. Donc faire de la prévention, c'est une chose pour les adolescents. Il y a adolescents et adolescents. Sous prétexte de prévention, on colonise le mental de nos enfants par la sexualité à outrance. Finalement, pour les conditionner pour deux choses. 1. Conditionner les jeunes filles dès le début, sous prétexte de prévention, à avoir le réflexe rapide à l'avortement au cas de relations sexuelles et, sous prétexte de prévention, de commencer finalement, c'est à double tranchant, sous prétexte de prévention, il faudrait faire de plus en plus jeunes, finalement on leur distille le venin et on leur ouvre les yeux sur la sexualité, sur tout ce monde-là, qu'ils n'ont pas besoin de connaître. Ils vont découvrir à leur rythme. On les agresse par le visuel, aussi bien qu'on trouve dans la rue, et de l'incivisme total des adultes en rue, qui n'ont cure, qui ne sont pas bien éduqués, qui n'ont cure du civisme et qui n'ont cure de violer l'innocence de nos mômes. Il y a des familles. Cette notion de famille est bafouée au quotidien. Il n'y a plus de pudeur. On va nous dire le beauf, là, le riverain de base. Je caricature, mais... Ouais, bah ouais, c'est normal, hein. Ouais, ils vont connaître et tout. Quoi, c'est naturel, hein. Voilà. Ça, c'est des réactions, c'est ce que j'appelle des réactions de beauf normales. Enfin, normal. C'est pas normal, mais c'est ce qu'on a normalisé dans la société. Ouais, c'est l'amour, hein. Ouais, on peut se rouler une pelle, hein, dans la rue, normal. C'est un peu ça. Donc voilà. Pourquoi on inflige aux gens ça? Voilà. Donc automatiquement, on va dire, ouais, t'es musulman, t'es une extrémiste. Alors que ça, on parle des valeurs à tout va. C'est ça nos valeurs communes. Que ce soit en France, en Belgique, la vieille France, la vieille Belgique, qu'on soit musulman ou pas. Les vraies valeurs familiales. Hein, de préserver l'enfance, de leur laisser profiter de leur jeunesse. Tout est glauque et moche. Je déprime. J'ai envie de pleurer tous les jours en réalité. J'ai envie de pleurer tous les jours. J'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Pour revenir, donc, ça fait 3-4 ans que je fais mes enquêtes sur la question, que je fais des fouilles. Le CAL, depuis quelques années, je cherche justement, qui est en collaboration avec les associations contre l'homophobie et tout ça, se donne main dans la main le challenge de faire de la sensibilisation, aussi bien à la sensibilisation sexuelle, au nom de l'égalité, de droit à l'information et de prévention sexuelle, quand bien même ce seraient des associations externes qui cherchent à faire partie du package du gouvernement pour finalement être imposées dans les écoles, parce que toutes les écoles, qu'on en soit bien clair, qu'elles soient privées ou publiques, qui bénéficient des accords de la communauté française sont soumises. Et je vais vous dire, c'est du graduel, c'est de l'homéopathique. La ministre Céline Frémaux a lancé en 2016, si je ne me rappelle bien, une enveloppe de 400 000 € pour homogénéiser l'éducation sexuelle sur toutes les écoles de Bruxelles-Capitale. Et finalement, on essaye de nous faire croire que ce n'est que pour faire de la prévention aux ados, ce qui n'est pas vrai. Ils ont empiétiné sur les primaires depuis plusieurs années. Il y en a qui ont empiétiné sur des primaires et sur des maternelles. Il y en a 1 ou 2 écoles qui l'ont déjà fait et qui estiment que ça c'est une révolution. Ensuite, pourquoi je dis que les écoles privées et les écoles publiques, mais surtout les écoles privées qui se croient à l'abri, comme elles sont subventionnées pour certaines d'entre elles et reconnues par la communauté française, et je vais vous renvoyer à la circulaire 45-50 de 2013. Et vous allez comprendre que l'éducation sexuelle EVRAS est obligatoire au même titre que le français ou les maths. Voilà l'évolution. Bravo le CAL, bravo PS de merde, bravo les associations d'homophobie qui vous stigmatisez encore plus les homosexuels qui veulent juste vivre leur vie tranquillos dans leur maison. Vous nous faites chier. On en a marre. Vous nous faites une déclaration de guerre, vous nous prenez pour des cons. Vous allez la voir, la guerre. Maintenant, aujourd'hui, là, aux infos en Belgique, on nous dit, voilà,
qu'on va mettre en place pour que l'école soit obligatoire. On est en discussion. Ça fait 1 an qu'ils sont 2 en discussion. C'est pour nous dire, vous inquiétez pas, on va... Non, doucement. Faut pas brusquer les esprits. Mais au final, on est en train d'enlever aux parents leur autorité. Comme quoi, un jeune enfant, des fois, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il disait dans la radio? Il disait, il y a des parents qui viennent pas régulièrement, même si les enfants sont en 3e maternelle, ils aiment bien, genre, ils les gardent un peu chez eux et tout ça. Quoi? Vous voulez nous enlever dès l'utérus? On va accoucher par là, vous allez nous les prendre de l'autre côté. C'est quoi cette histoire? Ils n'ont pas le droit de rester auprès de leur mère, auprès de leur père, pour s'imprégner de certaines choses. Comme bien, ça les isole, ça les désociabilise. Alors il faut les sociabiliser de plus en plus, comme si dans la maison on n'était pas sociable. C'est vrai que c'est pas facile, mais les anciennes sociétés d'antan, on était comme ça en communauté, les enfants vivaient parmi les adultes, ils apprenaient d'eux, ils ont toujours appris et ils se sont peut-être plus épanouis et bien plus sociabilisés que toutes les structures finalement superficielles et les lois que vous nous mettez en place pour nous faire passer toujours pour des parents défaillants. C'est pas mon droit, moi, en tant que mère, d'avoir mes enfants près de moi, même si des fois c'est saoulant, ça nous fatigue, c'est épuisant. On nous dit, en gros, moi des fois par exemple, ma fille elle est en maternelle, bah, des fois j'ai pas envie de l'emmener, je trouve déjà que c'est assez violent, je vous ai expliqué au niveau des horaires. J'ai pas envie de l'emmener, j'ai envie de la garder près de moi. Elle joue, elle dessine, voilà. Je la mets pas tout le temps, maternelle en classe, j'ai envie de prendre un peu de temps avec ma fille. Maintenant, vous allez nous incriminer aussi, parce qu'on a envie de passer un peu de temps avec nos mômes. C'est un truc de dingue. Je m'arrête, je vous donnerai plus à tête reposée toutes les infos nécessaires, je vais les relancer. Je vais les relancer pour que les gens soient vraiment au courant de ce qui se passe. Bonne journée. Là, vous m'entendez mieux parce que j'utilise mon téléphone portable pour l'instant. Et alors, vous, en question, oui, j'utilise mon téléphone portable. J'ai un peu mal avec les yeux. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, je reviens en vidéo, en clair. J'espère que là, vous entendez beaucoup mieux. Que vous entendrez beaucoup mieux. Donc, pour vous dire que le combat continue en 2024 par rapport au combat Evras. Et que nous vous attendons nombreux pour nos futures réunions en tant que parents, pour mieux s'organiser, discuter. Mais là, actuellement, donc comme je vous disais, je m'attelle à faire une vidéo documentaire sur l'histoire de l'Evras depuis plus de 10 ans, on va dire, et aussi les enjeux avec les différentes manifestations et puis la lutte personnellement que je menais depuis 2015 par rapport à cela, où j'essayais de sensibiliser un maximum de monde à l'époque, et où on me riait à peine au nez, où on me mettait dans l'oreille. Quand j'expliquais, que ce soit dans les milieux musulmans ou à d'autres, ça paraissait tellement gros pour eux que là, c'était quelque chose d'improbable. Mais maintenant que l'on palpe les choses d'une manière bien plus tangible, bah, qu'ils sachent que, en tout cas, moi personnellement, je suis fatiguée de devoir me répéter souvent. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire un montage vidéo avec toutes les preuves à l'appui et utiliser, comme je disais, l'intelligence artificielle de manière à prouver mes dires, tout ce que je dis, et vous aurez du sourçage pur et dur de tout ce que l'on avance. Et comme ça, même pour mes avocats, j'aurai pas besoin de me répéter. Ils auront qu'à fouiller dans la vidéo, l'arrêter au bon moment dans le documentaire pour prendre note, imprimer des documents qu'il leur semblerait nécessaire d'avoir. Et d'ailleurs, j'avais fait déjà une base de données assez conséquente dans ce sens, et ce n'est pas fini. Et comme ça, vous verrez année après année, lobby après lobby, tout ce qui a été réclamé, et voir comment finalement on vous tient au goulot, en tenaille. Et ça serait intéressant de convoquer une IA contre les discriminations, puisqu'il y a des discriminations cumulatives et intersectionnelles. Ça serait bien de pouvoir avoir, l'aide d'une IA, n'est-ce pas, le Centre fédéral contre les discriminations, concernant l'hétérophobie, l'islamophobie,
la guerre contre la monothéophobie, oui, oui, la croyance-phobie, comme s'ils n'avaient pas des croyances autres, mais bon, puis sous couvert de neutralité. Et on voit bien que finalement, dans les débats de l'Evras, quand ils ont tous fait en sorte de faire leur stratégie soi-disant concertée, et quand bien même ils auraient concerté le CEGEC ou l'association de parents des chrétiens, voilà, de l'enseignement catholique, on n'a pas pensé aux musulmans, hein, parce que nous, dans leur littérature, pour certains, on est pointé du doigt par défaut comme étant des rétrogrades, d'accord, comme si nos enfants ne fréquentaient pas les écoles, comme si nous n'avions pas un mot à dire en tant que citoyens et notamment citoyennes et des citoyennes musulmanes. On ne fait pas partie du débat. On ne fait pas partie du débat concernant l'Evras, l'éducation sexuelle de nos enfants. On ne fait pas partie pour se mettre autour de la table et discuter en tant que musulmans. Les fédérations musulmanes, on ne les convoque pas, le pouvoir organisateur non plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème, hein? Donc la discrimination, là, cette islamophobie ambiante qui est à peine voilée, n'est-ce pas? À peine voilée. Et on nous montre du doigt pour faire sa campagne de l'Evras. On montre du doigt beaucoup les musulmans. Mais on va dire, mais attention, hein, ne faites pas d'amalgame. Hein. C'est pour les musulmans intégristes. Hein. Bon, c'est pas forcément les parents, mais c'est les élèves. Hein. Oui, puis cette vision fermée, sexiste, où les femmes ne sont pas les égales de l'homme. Qui a dit ça? Depuis quand la femme, c'est pas l'égal de l'homme en islam? Vous écoutez les abrutis qui vous parlent de l'islam, ou les islamologues qui viennent venir nous parler de l'islam, ou les abrutis qu'on a dans notre communauté musulmane qui vous parlent de l'islam. Depuis quand la femme n'est pas l'égale de l'homme en islam? Parce que beaucoup de messieurs vous ont dit ça, mais vous n'êtes pas venus nous voir, nous, en tant que femmes musulmanes, ce qu'on aurait à dire. Et comme nous serions chalés, pour vous, par défaut, vous estimez que c'est légitime de nous mettre de côté. On n'est pas des mamans, non? On n'enfante pas. Donc nous, celles qui sont mises comme les dernières de la classe dans l'histoire, dans leur mot à dire, c'est les femmes musulmanes chalées. C'est-à-dire, quand on a réagi, on a voulu dire, ah, regardez l'islamisme, hein. Non, on n'a pas fait partie du débat, mais par contre, vous voulez parler de nos enfants. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, on va faire partie du débat, bon gré, mal gré. Vous nous donnez pas le débat public, on l'aura au niveau de la justice. Là, on va vous préparer un bon dossier. Ça fait 15 ans qu'on vous surveille, que personnellement, je fais de la veille. Et là, vous nous avez pas donné notre mot à dire, mais croyez-moi que ça va vous faire mal. Ça va tous vous faire mal. On va dire les 4 vérités. Tous les parents seront au courant, musulmans, pas musulmans. Tous les parents seront au courant de votre trafic et vous faites votre campagne sur notre dos en tant que musulmans pour faire peur aux personnes et pour les noyer le poisson de toutes les dérives dont vous êtes, vous, la source. Voilà. Donc, bonne année 2024. Ça va être une année de combat ardu, intellectuel, au niveau ça va être un combat ardu. Ça va être un combat ardu au niveau judiciaire, intellectuel, philosophique, médical, à tous les niveaux. Et quand j'aurai fini ce film documentaire, qu'on vienne me dire que j'invente, qu'on vienne me dire, osez montrer tous vos visages un à un, et venez nous dire que ce qu'on dit, c'est faux. Vous avez peur du débat. Nous, on n'a pas peur du débat, parce qu'on est sûr de ce qu'on dit. Par contre, il y aura beaucoup de sanctions sur les personnes, déjà, premièrement, qui ont menti, mais je vous dis, et je signe depuis le début, que ça relève de la justice pénale. Pénale. Pénale, pénale, pénale. Et ça, je lâcherai rien du tout. Je lâcherai rien du tout. Et vous verrez, une fois que je vous diffuserai le film, venez nous dire qu'on ment.